La pluie froide s'était transformée en un verglas translucide sur la façade du petit immeuble du centre-ville, et la vitrine de la boutique d'Élodie tremblait sous la lumière orange des réverbères. Sur le trottoir, près d'un banc recouvert de feuilles mouillées, un landau abandonné laissait échapper un souffle, deux petits sanglots coulant comme un appel. Élodie s'était penchée sans hésiter, ses doigts encore maculés de fil et d'encre, et découvrit deux bébés emmaillotés dans une couverture couleur crème, un petit pendentif en forme de feuille retenu par une épingle. À 28 ans, propriétaire d'un atelier de retouche et mère d'adoption par choix, elle sentit son monde se contracter puis s'agrandir en une seule respiration. Plutôt que d'appeler la police, elle portait les enfants contre sa poitrine et sut que quelque chose d'irréversible venait de commencer. Il y avait sur la couverture une tache de boue et une note chiffonnée où l'on lisait un seul mot griffonné à l'encre noire, « Pardonnez ». Les premières années furent un tissu d'instants cousus serrés, le bruit continu de la machine à coudre accompagnant les bercements nocturnes. L'atelier sentait le coton, l'eau de vaisselle et le café noir. Le soleil d'après-midi frappait les nappes comme une caresse. Elle donna aux jumeaux les noms de Lucas et Léo, et la ville entière sembla leur faire une place. Sophie, la boulangère, les couvait d'un regard. Marcel, le facteur, apportait toujours un petit pain. Nadia, l'assistante sociale, apportait des conseils, mais aussi un regard protecteur. Et la voisine Inès tricotait des petits bonnets qui réchauffaient les têtes frissonnantes. Le pendentif feuille resta accroché à la petite couverture, objet fragile et reluisant qui gardait le secret du départ. Malgré l'amour et la chaleur, il y avait des nuits où elle fixait le pendentif sous la lampe, se demandant d'où venait cette feuille et qui avait jadis fermé les doigts sur elle. Backstory d'Élodie. Élodie avait grandi dans une maison où les tissus racontaient des histoires. Dès l'enfance, elle apprit à réparer les déchirures et à lire les visages comme on lit un patron. Son père, ancien marin devenu tailleur, lui apprit la patience du fil et la valeur des choses réparées. À 16 ans, après un accident qui emporta sa mère, elle avait tenu la boutique familiale, coupant des patrons entre deux obsèques, transformant douleur en ouvrage. Sa jeunesse avait été forgée par la persévérance, ses poches toujours vides, mais ses poings prêts à travailler. À 20 ans, elle rencontra Maëlle, une amie qui mourut tragiquement, laissant derrière elle des papiers en désordre et une promesse non tenue. La perte apprit à Élodie la force de choisir la famille au-delà du sang. Elle devint mère d'adoption pour 2 enfants après une décision prise dans une nuit blanche, convaincue que la tendresse pouvait combler des vides plus sûrement que n'importe quel registre officiel. Durant ces années, elle sut aussi ce que signifiait protéger à tout prix, réseau de solidarité, petits prêts, soirées de troc. Et un verrouillage obstiné de ses peurs pour donner un foyer aux garçons. Ces expériences avaient modelé sa façon d'aimer. Une construction lente, faite de gestes répétés, de réparations et de chants murmurés pour que les nuits soient moins noires. La vie quotidienne prit la forme d'un calendrier précis et chaleureux. Les matins commençaient avec le crissement du pain sur la table et la chaleur de la marmite de soupe. Les après-midi se remplissaient de retouches, d'odeurs d'amidon et d'éclats de rire. Lucas aimait écouter le moteur de la machine à coudre. Léo préférait empiler boutons et pièces métalliques, et Élodie apprit à reconnaître le pas de chacun dans la petite allée derrière la boutique. Le quartier fut un personnage à part entière. Monsieur Leroy passait la tondeuse au rythme d'une vieille mélodie. Maya, la journaliste du journal local, riait derrière son stylo. Et le prêtre, Monsieur Dumas, organisait des repas communautaires pendant les fêtes. Le pendentif feuille, constamment présent, devint une légende muette entre voisins. Les enfants grandissaient aimantés par la boutique et par les récits d'objets retrouvés, ignorant que le monde extérieur renfermait une histoire plus vaste. Tout bascula une soirée de gala organisée pour lever des fonds au centre culturel. La salle de réception bruissait de rires étouffés, de verres qui tintaient et de parfums sucrés. Un projecteur balayait les visages. Antoine Mercier, un homme aux traits taillés et au costume d'un gris presque métallique, entra entouré d'assistants et d'appels téléphoniques. Il n'était encore qu'un nom pour Élodie, une silhouette évoquée par les journaux. Mais lorsqu'il aperçut Lucas et Léo, qui étaient invités à une petite représentation de marionnettes organisée par la mairie, son regard s'arrêta sur le pendentif accroché au col de Léo par une tante bienveillante. À ce moment précis, le temps sembla se déchirer. Antoine prit à peine une seconde pour poser sa main sur le pendentif et murmura une phrase qui fit taire la musique. « C'est le même ». La salle devint floue autour d'eux. Élodie sentit une alarme ancienne vibrer dans son corps. Les souvenirs morcelés d'un enfant perdu, d'une jeune mère effondrée et d'une lettre non envoyée revenaient s'agglutiner contre ses côtes.
Antoine s'approcha, regard plein d'une contradiction, l'attendrissement d'un père et l'assurance d'un homme d'affaires riche. Il y eut des échanges rapides, des cartes distribuées, puis une proposition polie mais pressante pour parler plus tard. Dans les jours qui suivirent, l'enquête commença avec la lenteur méthodique d'une couture en cours. Élodie reçut la visite de Maître Durand, une avocate recommandée par Inès, et d'un inspecteur nommé Blanc, dont le regard notait chaque détail comme une comptine policière. Les voisins offrirent témoignages et petites confidences. Sophie se souvenait avoir entendu un camion nocturne l'année du départ. Marcel se rappelait un numéro de plaque effacé de la mémoire collective. Maya, la journaliste, trouva dans les archives une mention d'un dossier classé sans suite. Les dialogues furent nombreux et pleins d'humanité. « Vous êtes sûr de ce pendentif » demanda. « Certainement, » répondit Élodie. « Pourquoi maintenant » s'enquit l'inspecteur. « Parce que personne n'oublie vraiment » murmura Élodie. Ils collectèrent documents, vieilles photos et reçus. Une visite à la mairie apporta une vieille fiche administrative où un nom partiellement effacé renvoyait au même hôpital mentionné sur la note trouvée près du landau. Les descriptions sensorielles accompagnaient chaque découverte. L'odeur de moisi des archives, la lumière blafarde des scanners, le goût amer du café partagé tard dans la nuit pour tenir le rythme. Un technicien en vidéosurveillance remit une cassette numérique contenant un plan furtif de la rue lors d'une nuit d'il y a 10 ans. L'analyse vidéo montrait une silhouette chargée et un objet scintillant. Une analyse technique rapide précisa la méthodologie de vérification. Synchronisation des horodatages, amélioration par filtrage des bruits et extraction d'images clés pour correspondance. Ces procédures prirent des heures, mais apportèrent une première preuve tangible. Peu après, les menaces commencèrent à filtrer. Une nuit, la vitrine de l'atelier reçut des pierres, et un message peint à la bombe sur le mur voisin afficha 4 mots glaciaux. « Ne remuez pas ». L'air avait l'odeur de la peinture fraîche et du métal chauffé. Les garçons, réveillés par le fracas, se blottirent près d'Élodie, tandis que la communauté se rassemblait, offrant couverture et regards inquiets. « Nous ne laisserons personne vous faire du mal », dit Monsieur Leroy en serrant la main d'Élodie. « Je vais porter plainte », annonça Nadia d'une voix mesurée. 2 hommes en costume, présentés plus tard comme chargés de sécurité d'une entreprise liée à Antoine, furent vus rôdant dans la rue, comme des ombres qui mesurent la détermination. Ces événements firent naître un sentiment d'urgence, poussant Élodie à renforcer les verrous, à demander l'installation de caméras et à accepter la protection d'un garde proposé par la mairie. Les dialogues se multiplièrent, parfois calmes, parfois hachés. « Ils savent », chuchota Inès. « Nous savons aussi », répondit Élodie. La peur activa les solidarités et attisa la détermination à découvrir la vérité. Le creux de la révélation arriva lorsque Maya, la journaliste, obtint une copie d'une vidéo clandestine tournée dans un entrepôt. Le film montrait, sur un fond de carton et de lumière crue, des visages et des mains qui manipulaient documents et scellés. La scène principale présentait un homme que certains reconnurent immédiatement à son geste et à une cicatrice sur la mâchoire. La transcription technique fut claire et précise, horodatage recoupé par la société d'enregistrement, comparaison biométrique du visage avec base publique, et enfin, un enregistrement audio isolé par filtrage spectral révélant une voix qui citait un nom. Les experts de Maître Durand déclarèrent que la vidéo avait assez d'éléments pour la saisie judiciaire. Lors du premier interrogatoire public, les dialogues furent tendus et décisifs. « Pourquoi avez-vous laissé partir ces enfants » demanda le magistrat. « Je n'ai pas laissé partir » répondit Antoine d'une voix coupée, puis ajouta « Je cherchais à protéger la réputation de ma famille ». Les témoignages de voisins, d'anciens employés et d'une ancienne nurse nommée Camille firent vaciller la version officielle. Les paragraphes dédiés à la procédure décrivaient la chaîne de preuves, expertise vidéo, recoupement d'appels téléphoniques et enfin une requête pour un test ADN. L'explication technique du prélèvement et de l'analyse du matériel génétique fut fournie dans un passage de 350 caractères environ, détaillant l'isolement de l'ADN, la comparaison des marqueurs et l'indice de parenté statistique élevé suffisant pour convaincre le tribunal de l'urgence d'une audience. 3 moments de tension marquèrent la pente du récit. Le premier se déroula dans le prétoire d'une audience préliminaire. La salle sentait le vernis et le papier, les bancs craquaient sous des poids d'émotion. Le public retenait son souffle lorsque la défense présentait des papiers prétendument détruits. Les souvenirs d'Élodie surgirent en flashs de tissus et de pleurs, et elle eut le visage inondé de larmes. Le second eut lieu la nuit, où le camion d'un transporteur lié à l'affaire fut incendié devant la rue principale. Les flammes léchaient le bitume, dégageant une chaleur suffocante et l'odeur âcre de plastique brûlé.
Les voisins se pressèrent, criant et pleurant, tandis que la mairie envoyait des renforts. Le troisième éclata au moment de la présentation du témoignage clé de Camille. Sa voix trembla mais fut claire. « J'ai vu la petite porte s'ouvrir, dit-elle, et j'ai entendu un bébé pleurer. » Les images et les voix se lièrent, et le tribunal, plongé dans un silence électrique, sentit que la balance penchait vers la vérité. Chacun de ces épisodes fut décrit en 2 ou 3 courts paragraphes qui montraient l'angoisse interne, les mémoires éveillées et la décision à prendre par Élodie et la communauté. La confrontation publique fut décisive. Dans une salle d'audience pleine, les lumières crues exposaient autant les visages que les silences. Antoine, entouré de ses avocats, tenta d'affirmer que les enfants avaient été confiés à des services pour leur sécurité au moment d'un litige familial. Mais la juxtaposition des preuves était implacable. La vidéo, l'analyse de téléphone qui montrait des déplacements cohérents, les anciens reçus d'une pédiatre nommée Hélène, et enfin le résultat du test ADN qui établissait une concordance statistique élevée. Les dialogues au tribunal furent brûlants. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché ?» demanda Élodie, la voix serrée. « Je n'en ai pas eu la force, répondit Antoine. Vous aviez les moyens, répliqua Maître Durand en citant des relevés bancaires. Les témoins parurent un à un. Maya exposa ses enquêtes, Camille expliqua les transports nocturnes et M. Dumas décrivit les tentatives de médiation. La juge rendit un jugement qui prit en compte non seulement la filiation, mais aussi le bien-être des enfants. Les points de droit furent abordés avec précision, la notion de garde fut discutée et le public retint son souffle lorsque les enfants furent invités à exprimer leurs préférences devant un médiateur. Les paroles des jumeaux furent simples et nourries d'affection. « On veut rester avec Élodie », dirent-ils en chœur, provoquant des larmes et un long silence. La décision fut annoncée le lendemain. Une reconnaissance de paternité assortie d'une garde partagée conditionnelle, mais le choix des enfants fut respecté. La justice avait établi des responsabilités et posé des réparations. La résolution immédiate apporta geste concret. Antoine fut contraint à une médiation publique et à des réparations financières visibles, qui permirent la rénovation de l'atelier et la création d'une bourse pour l'école du quartier. Le pendentif feuille fut remis officiellement à Élodie lors d'une petite cérémonie organisée par la communauté et par Monsieur Leroy. Antoine fit un geste inattendu. Il offrit un don pour l'atelier et demanda publiquement pardon, parole suivie d'un acte de reconnaissance par la signature d'un document légal. Les voisins célébrèrent modestement. Maya écrivit un article qui fit circuler la nouvelle, Marcel organisa un repas de rue et Nadia initia un groupe de soutien pour parents adoptifs. Élodie reçut comme présent symbolique une machine à coudre ancienne restaurée par Marcel et Hélène, la pédiatre, geste qui scella le retour de la paix et symbolisa la reconstruction. Les enfants, apaisés, reprirent leur jeu et prirent l'habitude d'accrocher le pendentif à un coin de la boutique, petit symbole d'un fil retrouvé. Épilogue, 1 mois plus tard. 1 mois après le jugement, l'atelier était un fourmillement doux. Les cours du soir attiraient déjà des voisins curieux. Inès enseignait la couture aux adolescents, Sophie tenait un stand de pâtisserie pour financer le matériel et Maya organisait une petite exposition des réparations effectuées pour la communauté. Lucas et Léo retournèrent à l'école accompagnés de Maître Durand pour une visite rassurante et Antoine commença à respecter des horaires de visite encadrés par un médiateur. Les relations restèrent tendues, mais la routine permit d'amortir les chocs. L'odeur du savon et du tissu se mêlait au rire d'enfants, et le pendentif feuille trônait désormais dans une petite boîte en bois sur l'étagère la plus visible de l'atelier. La presse locale nota la transformation. D'un drame social était née une petite coopération municipale, et le centre culturel annonçait une série d'ateliers sur la parentalité et la législation. Épilogue 3 mois plus tard. À 3 mois, la ville avait organisé une fête de quartier pour soutenir les familles et les projets éducatifs. La scène était dressée sur la place centrale, drapée de guirlandes, et des voix chantaient une chanson composée pour l'occasion par les bénévoles. Antoine participait à une table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises, confessant sa part d'ombre et expliquant les mesures qu'il mettait en place pour réparer. Les jumeaux, désormais habitués aux caméras et aux applaudissements, montèrent sur scène pour montrer un petit défilé de vêtements confectionnés à partir de tissus récupérés. L'atelier d'Élodie offrit des coupons pour des retouches gratuites aux familles modestes, une mesure votée à l'unanimité par le conseil municipal. La communauté, renforcée, fit de la boutique un lieu ressource où l'on apprenait à réparer et à se soutenir mutuellement. Épilogue, 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, la vie avait pris une cadence apaisée. Antoine avait instauré un fonds de soutien pour les programmes d'enfance et signait régulièrement des chèques destinés à la scolarité des jumeaux. Il fréquentait désormais l'atelier non comme un visiteur d'affaires, mais comme un homme qui apprenait la patience, assis à la table commune pour observer les techniques et écouter les anciens artisans. Élodie reçut une reconnaissance municipale pour son engagement qui avait sauvé 2 vies et transformé un quartier.
Le pendentif feuille fut intégré à un petit collier que les garçons portaient lors des cérémonies importantes, signe de leur histoire et de leur choix. Les liens restaient tissés de complexité, mais porteurs d'une nouvelle vérité. La famille peut être le fruit d'une décision courageuse autant que d'un lien sanguin. L'atelier organisa une exposition intitulée « Fils et réparation » rassemblant photos, témoignages et objets retrouvés. Les enfants grandissaient entourés d'amour et de gestes concrets, tandis que la ville célébrait, à sa façon modeste, la reconstruction d'un destin brisé. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit aux secondes chances, et inscrivez-vous pour découvrir d'autres récits de vie réparée. La feuille qui relie nos passés peut se transformer en un fil qui nous unit pour l'avenir.